Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis éducateur canin depuis 10 ans. Mais en réalité, on ne va pas beaucoup parler d'éducation. Ce que je vous propose ici, c'est un cours en ligne gratuit pour apprendre autre chose, pour faire autrement. Mon premier contact avec ce qu'on appelle communément les signaux d'apaisement a été en 2003 lors d'un stage clicker. J'ai vu pour la première fois une vidéo de Thierry Grugas et à ce moment-là je me suis posé la question, est-ce que les chiens ont des signaux privilégiés en fonction de telle ou telle situation? La personne qui était là a répondu, je ne sais pas. Et je pense que finalement le travail que j'ai fait au cours de ces 15 dernières années a été uniquement de répondre à cette question. Pourquoi? Quelles circonstances? Je vous propose un cours en ligne, une formation gratuite. C'est quelque chose que je donne à la communauté des éducateurs en positif, un peu comme un héritage, un peu comme presque un testament, et que vous vous l'appropriez et que vous en fassiez ce que vous voulez. Je vous souhaite une super bonne formation et bien sûr à la fin, vous pourrez me dire tout ce que vous en pensez. À très vite. Alors première question, est-ce qu'on a affaire à une discussion qui est intraspécifique ou interspécifique? Je crois qu'on n'a pas besoin de discuter de ça. Si on se place du point de vue du chien, je pense que il ne se pose pas la question de savoir s'il est en train de communiquer vis-à-vis d'un autre chien, vis-à-vis d'un chat, vis-à-vis d'une chèvre, d'une vache ou d'un humain. Il réagit selon son langage et il va communiquer envers nous, en la matière, j'allais dire presque en l'espèce. Il va communiquer envers nous, mais il communiquerait et il aurait la même réaction, quel que soit l'animal en face de lui. Je prends ça comme exemple. Vous êtes français d'origine et vous êtes installé en Russie depuis 20 ans. Vous parlez russe complètement, vous mangez russe, vous pensez russe. Et d'un seul coup, quelqu'un vous donne un coup de pied. Et là, vous dites « aïe ». Parce que à ce moment-là, à ce moment très précis, vous revenez dans votre première logique, votre premier langage, et c'est le français qui ressort, sûrement pas le russe. L'idée directrice de ce cours, c'est que on va apprendre que les signaux du chien ne sont pas que des réactions à l'environnement, c'est un véritable langage, et la question qu'on va se poser, c'est comment je vais y répondre. Alors, deuxième question, pourquoi c'est important? D'abord, c'est super important pour les éducateurs canins de ne pas se faire bouffer. Point numéro 1. Point numéro 2, ça va permettre de calmer le chien de façon extrêmement importante. Ça va permettre de montrer au chien que vous êtes prêt à rentrer dans sa communication à lui et de vous rapprocher encore plus de son état d'esprit, de son état émotionnel instantané. Évidemment, vous le respectez, si vous êtes là, vous êtes en positif, mais il n'empêche que le but de ça, c'est de se rapprocher au plus près de la façon dont le chien communique. Ainsi, vous verrez un chien s'apaiser et répondre plus facilement à vos demandes, si tant est que vous en avez derrière en termes d'éducation ou autre, ou de rééducation bien sûr. Autre question extrêmement importante que nous dit la science. J'ai trouvé 3 études extrêmement intéressantes. La première étude nous montre que cette analyse de la communication visuelle intraspécifique chez le chien domestique, bien sûr vous avez toutes les références un petit peu plus loin. Ils ont constaté que certains comportements sont apparus plus souvent, particulièrement tourner la tête, etc. Il était statistiquement plus probable que les chiens aient envoyé des signaux plus importants avec des rencontres avec des chiens inconnus. Les signaux habituels, tourner la tête, se lécher, se geler, etc.,
était statistiquement plus fréquent par l'expéditeur lorsqu'il interagissait avec des chiens inconnus. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Ça signifie que si vous abondez dans le sens de ce que j'ai dit précédemment, que la communication du chien ne distingue pas la communication inter et la communication intra, si vous acceptez ce postulat, alors c'est extrêmement important pour nous parce que c'est dans la première rencontre que vous allez pouvoir repérer le signal prioritaire, c'est le terme qu'on va utiliser dans la version française, le signal prioritaire de ce chien. Une fois que vous aurez créé une interaction avec lui, ce signal-là, vous ne le verrez peut-être plus. C'est donc extrêmement important que, face à une situation nouvelle, vous voyez ce signal, et ce signal, vous le voyez, vous l'enregistrez, voire même vous le notez. Il va être important pour la suite. Ça veut dire que vous devez observer le chien et plus tard les propriétaires. Parce que ce signal-là, vous le voyez à ce moment-là, et peut-être qu'après, vous ne le voyez plus. La deuxième étude qui est extrêmement intéressante, c'est, on demandait aux chiens, alors pardon, j'ai référencé l'importance de la communication gestuelle, une étude de la communication homme-chien utilisant des informations incongrues. Ils ont fait des tests, donc je lis les choses, c'est encore le plus simple. Les résultats ont montré que les chiens suivaient les gestes nettement mieux que les mots lorsque ces deux types d'informations étaient utilisés séparément. Ouais. Pourquoi depuis des décennies est-ce que nous nous échinons à vouloir que le chien réponde à nos ordres verbaux, alors que la science nous dit depuis 2016 que finalement la demande non verbale est plus efficace que la demande verbale. Cela remet en cause un paquet de théories, bien sûr tous les gens qui crient, etc., sur le chien, mais aussi et surtout la capacité que nous avons à nous mettre au niveau du chien pour lui apprendre des choses qui sont bénéfiques pour nous, je vous le rappelle. Pas forcément pour lui. Donc c'est extrêmement intéressant, car cela avance bien sur le fait que la communication non verbale est une communication prioritaire pour le chien et qu'il répond mieux aux demandes si on n'utilise pas la voix, et c'est tout ce qu'on va faire dans ce cours. La troisième étude que j'ai trouvée, c'est différence entre races de chiens dans la communication visuelle avec les humains. Ce sont des Japonais qui ont travaillé là-dessus, ça date de 2016. Ils ont constaté qu'il fallait plus de temps aux races anciennes pour établir un contact visuel avec les humains et qu'elles regardaient les humains pendant des périodes plus courtes que tout autre groupe de races. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que les races, entre guillemets, les moins domestiquées, qui sont plus primaires, ont encore fortement cette capacité à utiliser le non-verbal. Parce que là, l'humain cherchait une interaction visuelle. Mais peut-être que pour apaiser les gens, les chiens refusaient justement ce contact visuel qui est pour la majeure partie des chiens extrêmement oppressant. C'est intéressant parce que nous verrons ensuite que les races anciennes sont particulièrement privilégiées au body language et au talk to me. C'est tout pour la partie que nous dit la science. Dernière question pour cette partie introduction, comment j'ai appris tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, après un stage de clicker training, je me suis retrouvé avec plein de questions. Et à l'époque, mon épouse et moi avions un élevage de bergers australiens, Born in Rosebud aussi. Et pendant 15 ans, nous avons élevé des bergers australiens. Et à ce moment-là, nous avions bien sûr des bébés. Et je m'installais devant le parc des bébés. À l'époque, j'étais fumeur. Et je prenais mon café, mes cigarettes, et je regardais. Comment la mère apprend à ses chiots à avoir les codes canins. Comment elle crée les circonstances, comment elle réagit,
comment elle interagit. Et c'est là où je me suis installé là et que j'observais, j'observais, j'observais. Ensuite, quand je suis devenu éducateur canin professionnel, évidemment, j'ai mis ça à profit. Et aujourd'hui, c'est une partie complètement naturelle de mon travail. Une propriétaire qui était venue en stage m'avait vu communiquer avec les chiens. Et un jour, j'ai fait un warm-up sur le talk pour voir comment d'autres chiens en dehors des miens pouvaient réagir à ce genre de choses et la façon dont je travaillais. Et j'avais déjà mis en place le talk to me en fait depuis 7 ou 8 ans. Pour pas dire 10 ans. Et en fait, quand elle m'a vu faire certaines choses, elle a dit « Mais tu fais ça exprès ? Je croyais que c'était un tic que tu avais. » Ceci parce que je le faisais de façon tellement naturelle qu'elle se dit « C'est pas possible qu'il l'ait fait exprès. » Et bien sûr que si, je l'ai fait exprès. Mais c'est devenu tellement une partie de mon job que je le fais presque sans réfléchir. Je le fais presque naturellement alors que je l'ai appris. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé au début? J'ai observé, observé, observé. Ensuite, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué. Et maintenant, il est temps de transmettre. Et ceci est la dernière partie de ces vidéos d'introduction. On va passer sur le terrain et on va s'amuser un petit peu plus. Bienvenue sur le terrain du centre d'activité Doggy Coach. Les deux positions très importantes à comprendre immédiatement sont la posture d'autorité et la posture d'accueil. En fonction de la position de votre corps, vous n'allez pas indiquer la même chose au chien qui est en face de vous. C'est donc extrêmement important que vous ayez les deux positions à l'esprit et que vous sachiez à tout moment à quelle incidence a la position de votre corps par rapport au chien qui est en face de vous. Posture d'autorité, posture d'accueil. Vous pouvez vérifier l'impact de ces deux positions immédiatement. Si votre chien est dans votre salon et que vous êtes dans le salon devant l'ordinateur, vous avez juste à vous lever, vous faites un tout petit bruit avec la bouche et vous vous baissez. Et vous allez voir le chien qui va arriver vers vous. Vous n'aurez strictement rien dit et pourtant le chien va se rapprocher de vous. Ces deux positions sont extrêmement importantes. Je vais vous montrer maintenant une vidéo, un petit bout de vidéo lors d'un stage ici sur les chiens phobiques et réactifs. La chienne que vous allez voir était une chienne qui était une phobique agressive. Les cas les plus dangereux avec ces chiens qui basculent d'une seconde à l'autre entre je me barre à l'autre bout du monde et j'agresse celui qui est rentré dans mon environnement. Vous allez voir que j'ai tenté, alors que j'étais absolument certain bien sûr de pouvoir la faire redescendre ensuite, j'ai voulu vérifier si je passais en posture d'autorité, est-ce que cela allait redéclencher son comportement. Donc là vous voyez cette chienne border collie qui repart immédiatement alors que les choses se passaient bien, dès lors que je repasse dans une position haute, dans une position d'autorité trop importante pour elle. Bien sûr après les choses se sont calmées et le non-verbal a bien montré que à tout instant je peux contrôler l'impact que ma présence a ou non sur le comportement et l'état émotionnel instantané du chien. Le deuxième point important que vous devez prendre en compte, c'est que dit votre corps à ce moment-là. Première chose pour interagir avec un chien qui est par exemple de taille moyenne, ceci. Oui, alors pourquoi je prends des bidons et pas des chiens? Eh bien, je vous explique, c'est extrêmement simple. Parce que nous sommes tous pareils. Si je vous avais mis un vrai chien là, qu'auriez-vous fait? Vous auriez regardé le chien et vous ne m'aurez pas regardé. Et ce que je veux, c'est que vous appreniez bien la gestuelle que vous devez obtenir. C'est un truc que j'utilise dans mes cours en ligne, c'est extrêmement pratique, ça vous oblige à être focus sur moi pour une fois et pas focus sur le chien. Donc si j'ai affaire à un grand chien, peut-être que cette distance-là sera suffisante. Et là, je vais pouvoir interagir avec lui et éventuellement passer en posture d'accueil. Mais si par contre, j'ai un chien plus petit, je suis à la même distance, particulièrement quand vous êtes un homme grand comme moi d'1,90 m, alors cette distance est trop réduite. Alors je dois prendre un petit peu de distance pour permettre au chien d'être à l'aise et d'exprimer ses émotions et de ne pas se sentir agressé par ma présence. Malheureusement, il existe des cas où vous ne pouvez pas, pour X raisons, avoir plus de distance, ou que vous pensez que ce n'est pas intéressant pour ce que vous voulez faire d'avoir plus de distance. À ce moment-là, vous devez penser à vos épaules.
le fait de faire pivoter vos épaules d'un côté ou de l'autre va atténuer la position d'agression que le chien peut ressentir. Pourquoi? Parce que quand les chiens communiquent ainsi, c'est une forme d'agression. On ne communique pas face à face quand on est un chien. Quand on est un chien, on fonctionne en contournement. Et le fait que vous pivotiez vos épaules sur le côté va indiquer à ce chien que vous n'avez pas d'intention belliqueuse. Vous êtes bienveillant et vous êtes dans une logique qui va permettre de collaborer plutôt que de s'agresser. Donc si vous ne pouvez pas reculer pour une raison X ou Y, n'hésitez pas à utiliser vos épaules. C'est particulièrement utile quand vous êtes en face de chiens stressés, peureux, où vous avez besoin de créer le contact très rapidement. Vos épaules seront un grand allié et vont vous permettre de créer beaucoup plus vite une bonne connexion. Troisième point important, la tête. Vous ne devez pas être trop raide au niveau de la tête et particulièrement au niveau de la nuque. Pourquoi? Parce que sinon vous allez très vite vous retrouver dans une position comme celle-ci. Vous devez donc être relativement souple au niveau du cou. Et la tête, si elle bouge légèrement, et c'est toujours un petit peu mieux. Easy. Vous allez pouvoir ainsi être beaucoup plus fluide et donner l'impression que vous êtes très à l'aise au chien, alors qu'en réalité, peut-être que vous êtes en train de stresser à l'intérieur. Mais il n'empêche que cela va vous permettre d'être plus tranquille et d'être serein. Et en tout cas, c'est l'impression que vous voulez donner au chien qui est juste en face de vous. Quatrième point extrêmement important, les mains. Pourquoi les mains? Parce que ce sont les premiers générateurs de gestes parasites. Je commence à travailler le chien avec cette main-là et puis mon autre main est à côté parce que j'ai besoin d'en garder un petit peu pour l'équilibre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le chien va jeter un petit coup d'œil sur la main gauche alors que je veux qu'il se fixe sur ce que ma demande de la main droite. C'est donc extrêmement important que vous sachiez à tout moment qu'est en train de dire, qu'est en train de demander, involontairement bien sûr, ma main gauche. Si vous êtes droitier, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de mettre la main dans le dos, soit de mettre la main le long du corps, soit mettre la main dans la poche. Au moins, vous êtes tout à fait certain de pouvoir travailler sereinement avec cette main-là. Deuxième point extrêmement important. On est tous en positif ici, je le suppose en tout cas, et donc ça paraît évident qu'on ne va pas agir sur le chien avec une main, prenons l'exemple du chien moyen, avec une main qui va venir par-dessus comme ça. Évidemment, dans ces cas-là, si le chien recule, il a tout à fait raison de le faire. Mon approche est complètement agressive. Donc ma main doit venir comme ça, c'est ce que tout le monde vous dit. Sauf que souvent, ça ne suffit pas. Pourquoi? Votre main doit toujours entrer en interaction avec le chien en dessous de la ligne de dos du chien. Ainsi, ça donne ça. Le chien ne se sent pas agressé parce que ma main arrive par-dessous, en dessous de sa ligne de dos. Alors évidemment, j'ai pris l'exemple du chien médium, mais si le chien est encore plus petit, alors il va falloir venir de loin et me rapprocher tout doucement, ou mieux le laisser venir. Mais il est parfois nécessaire que je me rapproche en le calmant. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin que ma main soit toujours en contact, en approche vers lui, en dessous de la ligne de dos du chien. Cinquième point, extrêmement important, le regard. Alors, je retire la casquette, je retire les lunettes. Peut-être que vous me regardez dans les yeux là maintenant, et très sincèrement, si j'étais un chien, je trouverais ça extrêmement agressif. La majeure partie des chiens avec lesquels on va travailler, ce sont des chiens qui n'aiment pas qu'on les regarde dans les yeux parce que dans une communication chien-chien, et comme je le prétends, une communication avec toutes les autres espèces, alors ceci est une approche agressive. Ce que je vous propose pour régler ça, c'est de fixer votre regard sur la pointe de l'épaule du chien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir fixer le regard sur ce point et vous allez quand même pouvoir voir ce que je suis en train de faire, si tant est que je fais quelque chose. Vous ne perdez pas votre capacité à analyser la situation et vous évitez de mettre le chien dans une situation inconfortable. Et en fonction de ce que vous avez besoin de faire avec ce chien ou que vous avez besoin d'obtenir de calme, de poser, de réflexion du chien, vous ne le mettrez pas en situation d'alerte. Alors dans cette nouvelle partie, nous allons parler des signaux dits d'apaisement. Alors, je dis tout d'abord signaux
d'apaisement. J'ai un problème avec le terme signaux d'apaisement. En anglais, on a calming signals. Et l'accent tonique, le mot fort dans calming signals, c'est signals. Quand on le traduit en français, ce qui est une traduction juste, on est sur signaux d'apaisement. Et là, le mot principal, c'est apaisement. En réalité, toute la communication canine n'a pas vertu d'apaisement. Elle a parfois une velléité agressive, bien sûr, mais elle a aussi une volonté de prendre le leadership instantané. Elle a une volonté d'apaisement, parfois, souvent, mais pas toujours. Donc le terme, à mon sens, dans sa traduction, n'est pas extraordinaire en français. Le but de ça, dans un premier temps, c'est d'observer sans interpréter. C'est ce qui m'a permis pendant des années d'avancer et de petit à petit trouver des repères. Souvent, c'est la surprise qui permet de bien voir l'apparition des signaux inconscients. Je classe les signaux du chien entre les signaux inconscients et les signaux conscients. La différence est celle-ci. Inconscient, le chien n'est pas conscient du fait que il a par exemple la queue sous le ventre ou qu'il est en train de lever la patte. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un outil de communication. En effet, le chien qui est en face, ou l'humain, puisque là on va parler d'une communication humain-chien très rapidement, voit ce signal. Le fait que celui-ci soit inconscient de la part du chien ne veut pas dire que celui-ci n'est pas perçu par l'autre. Prenons un exemple tout simple. Avec ceci, vous avez dû reculer parce que vous avez été surpris. Il n'empêche que si nous étions en face à face et qu'il n'y avait pas la caméra entre nous, j'aurais vu ce recul et j'aurais vu l'inconfort que j'ai créé. Comprenons-nous bien, le signal inconscient reste, quoi qu'il en soit, un signal que nous pouvons percevoir et interpréter. Interpréter la plupart du temps comme étant un signe d'inquiétude, de stress, micro-stress, stress important, etc. Mais il n'empêche que signal que nous pouvons interpréter. Et la surprise, elle permet souvent de voir l'apparition des signaux inconscients. Les questions que je me suis posées toutes ces années, c'est tous les chiens se comprennent comment? Comment font-ils pour se comprendre les uns des autres? On dit souvent des chiens qu'il ne leur manque que la parole. Et la question que je me pose, c'est et si c'était à nous qu'il ne manquait que le silence? Je suis un grand adepte du non-verbal et vous allez voir à quel point cet outil est hyper efficace. Ont-ils besoin de la parole pour se comprendre? La réponse est non. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses, mais un point ne va pas être abordé puisque la discussion porte sur une interaction non verbale. Elle ne va pas porter sur les aboiements, les cris, les petits râles, ponctuellement sur les grognements, mais la plupart du temps, elles ne vont pas être... Je ne vais pas être intéressé par la partie sonore, dirons-nous, de la communication. Patte avant, levée à l'avant et à l'arrière. Chaque chien a son signal privilégié. Face à une situation compliquée, chaque chien va générer son propre signal, la plupart du temps inconscient. Et c'est celui-ci qui va nous servir par la suite. Les signaux de communication sont successifs et simultanés. Là, on va découper comme s'ils étaient tous clairement séparés les uns des autres. Dans la réalité, ils ne le sont pas et ils peuvent être successifs, les uns juste derrière les autres, mais aussi simultanés. Là, en la matière, sur celui-ci, on a et les oreilles dressées et la gueule ouverte. Parlons maintenant de tous les signaux qui font partie de la communication canine, mais qui ne vont pas nous intéresser pour le Talk to Me.
Le premier, c'est la posture haute. Dans la posture haute, la plupart du temps, on a un déclenchement sous peu. C'est d'autant plus important quand on a, qui plus est, une queue haute fixe. La queue sous le corps montre une peur extrême et c'est elle qui va nous donner la plupart du temps une indication sur non seulement le stress, mais aussi l'intensité du stress ressenti par le chien. Dès lors qu'on a une queue qui est haute et qui bat gauche-droite, on part de l'idée que cette interaction va être amicale. Elle a aussi pour vertu d'apaiser le chien d'en face en lui montrant que la relation voulue par ce chien qui bat la queue haute et droite a vertu à l'apaisement de l'autre chien. La patte en l'air égale le stress. Clair. Dévoiler les dents avec ou sans grognement est un signe de menace. On peut d'ailleurs se demander comment le chien interprète nos sourires, par exemple. Dans la communication humain-humain, le sourire est amical. Pour autant, il n'est pas dit, et à mon sens pas du tout, que sourire à un chien soit amical ou qu'en tout cas, ils le perçoivent comme tel. Fixer de face, c'est l'étonnement. Vous verrez dans les parties qui vont venir, et quand vous travaillerez directement selon mes conseils avec le chien, vous verrez apparaître l'étonnement dans le regard de votre chien, et ça, vous allez voir cette expression. Les oreilles en arrière sont l'inquiétude. On les voit dans la plupart des chiens, pour peu que, évidemment, il n'ait pas des oreilles basses tombantes. Renifler au sol est un signal d'apaisement. Je t'invite à faire quelque chose qui soit autre chose que d'interagir là tout de suite maintenant. Je ne suis pas très à l'aise avec cette interaction et je préférerais qu'on fasse un peu pause. C'est l'objet du renifler au sol. Se mettre sur le dos est un signe d'apaisement fort. Ça peut être aussi le plaisir attendu d'avoir un grattage sur le ventre pour beaucoup de chiens. Dans l'interaction humain-chien, humain-chien, ne nous y trompons pas non plus. On va aborder les signaux maintenant, qui sont des signaux qui vont nous intéresser de façon prioritaire pour ce qu'on veut faire et instaurer une autre forme de communication avec le chien et mettre en place le Talk to Me. Première chose, détourner la tête. Détourner la tête, c'est soit tu es trop près, soit tu viens trop vite, soit, dans tous les cas, c'est je ne suis pas à l'aise avec cette interaction pour le moment. Sortir la langue, juste un petit peu comme ça, ceci envoie un signal de stress. Ce signal-là est la plupart du temps inconscient également. La langue jusqu'à la truffe est un signal auto-apaisant, c'est-à-dire que le chien se dit « non, mais ça va bien se passer ». Et on va avoir ceci. « Non, mais ça va bien se passer ». C'est la même chose. Ici, qui est vu de dessous, on voit que la langue sort vraiment beaucoup. Le léchage de truffe de côté, de mon expérience, est là à vertu d'apaiser l'autre. C'est pour calmer le chien qui est en face ou, comme je le pense, l'autre espèce qui est en face. Cligner des yeux est aussi un signal d'apaisement. Baisser la tête. Ceci suffit la plupart du temps à faire comprendre à l'autre, encore une fois, que je suis dans une situation d'inconfort.
Le bâillement est souvent utilisé pour, là encore, apaiser la situation et de rechercher une solution qui ne soit pas vindicative. Les bâillements sont assez régulièrement, quand ils ne sont pas simultanés, ils sont très proches dans la réponse l'un de l'autre. Là, on voit sur cette photo que on a en plus tourné le dos. Quand je disais que les signaux sont simultanés, là, la chaîne en question bâille et s'est mise à l'opposé par rapport à Motley qui est ici. Après, attention, parfois le bâillement est juste de la fatigue. C'est particulièrement facile à voir chez les jeunes chiens, par exemple. On a aussi regardé au loin. Regarder au loin, c'est là encore faire comme si j'étais occupé par autre chose que par l'interaction qui nous occupe dans l'immédiat. Ensuite, on a fermé les yeux. 1 seconde, 2 secondes. Volontairement, je coupe l'interaction. Et on a le froncement des sourcils, qui est plus difficile sans cligner les yeux pour nous humains. Les chiens font ça très bien et envoient un signal d'inquiétude, encore une fois. Donc maintenant, on va résumer les 10 outils qui sont ceux qui vont nous servir majoritairement pour mettre en place le Talk to Me. On a donc tourner la tête, sortir la langue, langue sur le nez, langue sur le côté, baisser la tête, bâiller, regarder au loin, fermer les yeux, froncer les sourcils. Ces outils vont nous servir dans la vidéo suivante et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment nous allons mettre en place le Talk to Me et comment nous allons créer les situations, créer la situation qui va permettre au chien de comprendre que nous allons commencer à discuter dans un autre langage. Le principe est le suivant, vous allez trouver un endroit calme, un moment calme, alors c'est pour les uns après une balade, pour les autres ça va être en fin d'après-midi, peu importe, il faut que vous soyez vous particulièrement cool et que le chien soit aussi particulièrement cool. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer par émettre le signal privilégié que nous avons vu dès le début. Le signal qui est le signal le plus stressant, entre guillemets, pour le chien, puisque c'est généralement un signal inconscient qu'il produit sous l'effet de la surprise. Ce signal peut être ça, comme il peut être ça. Peu importe ce que ça va être, il n'empêche que vous allez produire ce signal-là. Dans un premier temps, vous allez voir l'étonnement dans les yeux du chien. Une fois que vous aurez vu l'étonnement dans les yeux du chien, il va vous envoyer un signal. Pour peu que ce signal soit un signal facial, quel que soit ce signal, vous allez lui répondre dans une position miroir. C'est-à-dire, si le chien tourne sa tête de ce côté, vous allez tourner la tête de l'autre côté. Si le chien fait ça, vous allez faire ça. Ainsi, vous allez être toujours en miroir dans la réponse. Ce qu'on veut dans un premier temps, dans cette première phase, c'est créer les conditions pour que le chien apprenne à communiquer avec vous, comme il communique, pour être clair, avec ses congénères. L'idée est la suivante. Une fois que vous avez créé la situation, vous retenez la séquence dans laquelle il a produit ces signaux. Un endroit calme, un moment calme, et il est possible que votre chien se sente agressé par cette forme de communication. C'est arrivé fréquemment. Ainsi, vous allez avoir un chien qui va vraiment vouloir se détourner complètement. Dans ces cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste attendre sereinement, tranquillement, et à un moment, il va revenir interagir avec vous. Après ce micro-stress que vous aurez créé,
assurément, il va vous proposer un signal d'apaisement. Ce signal, comme je l'ai expliqué, vous le répétez en miroir. Dans la phase 1, on n'a pas d'autre but que ça. Il faut déjà obtenir bien cette phase 1 pour pouvoir passer à la suite et aller bien plus loin. Dans cette vidéo, nous allons maintenant vous entraîner. Je vais décider maintenant t'entraîner pour que tu puisses avoir les bons réflexes. N'oublie pas, la réponse doit venir quasiment instantanément et tu dois pouvoir très rapidement envoyer le même signe en retour et en miroir. L'idée directrice ici, c'est que il faut que tu t'habitues à tous ces signaux. Tous ces signaux que j'envoie. En plus, c'est vraiment cool parce que tu n'es pas vraiment en face de moi. Et quoi qu'il se passe, même si tu te loupes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais, quand même, à un moment, il va bien falloir que tu t'habitues à répondre extrêmement rapidement aux signaux qui peuvent arriver. Pour une simple et bonne raison. C'est que les signaux ne sont à la fois simultanés et consécutifs extrêmement rapidement. Ça veut dire que le chien est capable d'en émettre 2 à la fois et ceci va nous donner une indication sur l'intensité du léger mal-être ou de l'important mal-être dans lequel il est à ce moment-là. On essaye ? L'idée est que tu crées la bonne situation et maintenant tu envoies les signaux. Tu n'attends rien d'autre que ça. Et tu vois quand le chien répond. On parle uniquement là des signaux faciaux. Néanmoins, il y a un moment où tu peux quand même créer une connexion supplémentaire avec le chien. C'est le moment où il a la patte en l'air. Et si tu veux bien essayer dès que tu en auras l'occasion, tu vas expirer au même moment que le chien pose la patte au sol. C'est un outil extrêmement puissant et tu vas voir à quel point le chien va s'apaiser en remarquant cela. Ces différents points, c'est cette première phase qui doit nous permettre de faire comprendre au chien que l'on commence à communiquer dans une autre forme de communication qui d'ailleurs est sa forme de communication à lui et non plus la nôtre. Dans cette vidéo, on va s'entraîner avec des images de chiens. Je te rappelle que tu as moins d'une seconde pour répondre à la demande d'interaction ou de répondre au signal que tu vois. Il faut donc que tu sois particulièrement rapide. En fait, le secret, il est assez simple. Il ne faut pas réfléchir. Si tu réfléchis trop sur le pourquoi du comment, du peut-être et du éventuellement au cas où, alors ça ne va pas marcher. Le but, c'est que tu réagisses quasi instantanément en miroir dès que tu vois le signal. On essaie tout de suite.
Et si maintenant on essayait avec des vrais chiens? Voyons ça tout de suite. Question suivante, à quoi ça va servir? Eh bien, c'est extrêmement simple. Si vous êtes un propriétaire de chien, vous allez pouvoir voir immédiatement, grâce à ce programme, à quel moment le chien a un tout petit peu de stress, à quel moment le chien est un tout petit peu en inconfort. Le fait de lui répondre instantanément va lui permettre de savoir que la situation n'a pas de raison d'être anxiogène. Ça va vous permettre de travailler véritablement la connexion avec votre chien et ça va vous permettre de créer une autre forme de relation qui n'est pas basée sur les demandes habituelles qui sont des demandes verbales ou des demandes de faire quelque chose. Vous allez travailler sur un autre niveau et vous allez pouvoir avoir un chien beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Si vous êtes éducateur canin professionnel, répondre très rapidement aux demandes du chien va vous permettre de créer une connexion quasiment comme ça. Parce que évidemment, en tant qu'éducateur canin, en positif bien sûr, vous allez pouvoir capter toutes les toutes petites sensibilités,
toutes les petites modifications que le chien va nous émettre. Le fait de lui répondre instantanément, vous allez voir à quel point c'est efficace pour le rassurer, pour l'emmener un petit peu plus loin, pour lui montrer que c'est vraiment formidable ce qui va se passer. Vous allez le rassurer instantanément. C'est particulièrement utile pour les chiens phobiques, mais pas seulement. Vous allez pouvoir mettre en place immédiatement et mieux travailler en connexion avec ce chien. Et accessoirement, vous allez même pouvoir montrer aux propriétaires d'autres possibilités de communiquer avec leur chien. Donc, comment pratiquer? Point numéro 1, vous devez prendre le moment d'un endroit calme, avec un chien qui ne soit pas évidemment hyper excité. Ça veut dire que c'est mieux si vous rentrez de balade, c'est mieux si vous avez fait déjà des choses avec lui auparavant. Tous les chiens ne vont pas fonctionner dans le Talk to Me for Dogs. Pourquoi? Point numéro 1. Les chiens qui sont trop habitués à faire des choses sur demande. Les chiens qui ont un très gros niveau d'obéissance. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à faire en fonction de ce que vous demandez. Et comme dans ce programme, on ne demande pas aux chiens de faire quelque chose de précis, c'est perturbant pour eux. J'ai le sentiment que c'est aussi extrêmement perturbant pour les chiens qui ont appris au clicker, voire même particulièrement ceux à qui on apprend quasi exclusivement en shopping. Parce que ceux-là sont habitués à produire un comportement. Et là, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils produisent un comportement. Au contraire, ce qu'on veut, c'est qu'ils montrent leurs émotions. C'est donc complètement différent comme approche. Et ceux-là vont être plus concentrés sur le mouvement de votre main ou autre. Et ils vont être dans la proposition parce que c'est ce qu'on leur a appris auparavant. Les races plus anciennes, les jeunes chiens, sont beaucoup plus aptes à réagir au Talk to Me. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'essai que vous allez faire maintenant ne va pas fonctionner. Il peut très bien fonctionner dans 2 jours ou dans 3 jours. Les séances doivent être courtes, voire extrêmement courtes, c'est-à-dire 10 minutes max. Parfois, vous aurez une super bonne interaction, elle va durer 3 minutes et ça suffit. Et vous arrêtez là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans la tête du chien? Une fois que le chien aura compris que vous communiquez dans ce mode de communication-là, il va rechercher plus souvent à ce que vous le rassuriez. Il va rechercher que cette relation aille plus loin. Ça veut dire que vous allez vous retrouver quasiment instantanément avec un chien qui vous regarde beaucoup plus. Un chien qui, quand il a une hésitation, se tourne vers vous pour savoir que dois-je faire maintenant? Est-ce que la situation est safe? C'est bon? C'est pas bon? Ça va vous permettre d'avoir véritablement une autre forme de communication et bien sûr de pouvoir le rassurer instantanément. Et maintenant, à la fin de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez faire un peu de talk avec le chien, ça va durer quelques minutes. Et là, d'un seul coup, il va se rapprocher de vous et il va devenir complètement apaisé. Il va devenir complètement calme, complètement détendu. J'ai presque envie de dire liquide. Et il s'affaisse complètement et il est complètement détendu. La plupart des chiens vont venir se coller à vous juste avant cela. C'est un moment merveilleux et j'espère que vous allez pouvoir en bénéficier et échanger ce merveilleux moment avec votre chien. Si ça ne marche pas tout de suite, c'est peut-être que vous êtes trop près. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Ça vaut la peine de réessayer quelques fois et de voir si ça fonctionne. Vous allez avoir 2 nouveaux outils et ces nouveaux outils vont vous permettre de faire autre chose autrement. Et j'espère que vous allez vous régaler avec ces techniques. Merci d'avoir regardé tout ce cours en ligne. Merci d'avoir regardé ce cadeau que j'offre à la
communauté des éducateurs en positif. Je ne sais pas bien où cette aventure va nous mener, mais j'ai bon espoir qu'elle crée une nouvelle proposition et que peut-être cette proposition amènera d'autres nouvelles choses dans les mois, les semaines à venir. J'ai mis un lien parce que je vais peut-être proposer dans les mois à venir d'autres ressources pour que vous puissiez aller encore un petit peu plus loin. Donc inscrivez-vous si ça vous tente et puis il sera toujours temps de voir si ce que je vous propose par la suite vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour tout.